Lorsque vous vous tenez au sommet, vous êtes soit vénéré comme un dieu, soit craint comme un monstre, et parfois les deux à la fois, ce qui est exactement ce que vit Seika, l'exorciste le plus fort de ce monde. Bien qu'il ait consacré sa vie à protéger l'humanité, c'est son propre peuple qui se retourne contre lui. Récompensant ses sacrifices-vie, Seika renaît sans magie, mais découvre qu'il a toujours avec lui ses pouvoirs d'exorciste surpuissants. Mais cette fois, il refuse de répéter les erreurs de sa vie passée et cache ses pouvoirs, prétendant être ordinaire pour pouvoir enfin avoir une vie paisible. Il renaît dans un monde de magie et de monstres sous le nom de Seika Lamproud, le troisième fils d'une famille noble connue pour produire des mages de qualité. Il a seulement entendu dire que sa mère était la copine de son père. Mais ce n'est pas la vérité, car il est le fils du frère cadet du chef de famille de la mère. Seul son oncle Robert, qui se fait passer pour son père, le sait, et Seika n'en a aucune idée. Lorsque Seika a 5 ans, Robert effectue un rituel pour déterminer son pouvoir magique et découvre qu'il est égal au nombre de petites amies que j'ai. Il n'a peut-être aucun pouvoir magique, mais cela ne le dérange pas car il possède toujours l'énorme pouvoir spirituel qu'il possédait dans sa vie précédente. Un jour, il utilise des feuilles comme talisman et les transforme en rats et en corbeaux pour tester son pouvoir spirituel. C'est alors que son frère aîné, Glee, un futur Hollandais, arrive pour l'insulter et l'intimider. Alors qu'il est sur le point de frapper Seika sans raison, il invoque ses serviteurs corbeaux pour attaquer le mensonge. Et un frère aîné timide, Luft, vient chasser les corbeaux. Luft se méfie de Seika car il n'a pas été attaqué par les corbeaux, mais il garde ses gouttes lui-même. Au fil du temps, voyez-le travailler seul pour créer du papier afin qu'il puisse créer de véritables poupées en papier qui sont la base de ses sorts. Son seul ami dans la maison est une servante nommée Yifa, qui trouve toujours une excuse pour venir le voir. Glee le persévère toujours et il n'oublie jamais de montrer ses capacités magiques devant son jeune frère perdant. Il déclare que puisqu'il a du talent contrairement à Seika, il ira à l'Académie impériale de magie. Mais juste à ce moment-là, Robert arrive et l'emmène à la leçon de formation magique. Seika voit une opportunité et demande à son père de se joindre à la séance d'entraînement. Et malgré son manque de magie, il est autorisé à participer. Luft et Glide pratiquent la magie du vent et du feu sur des rochers et Glide fait appel à Seika pour essayer sa main parce que son père regarde. Seika ne voulait pas montrer son pouvoir, mais il ne voulait pas non plus être victime d'intimidation toute sa vie. Alors, il prend la baguette magique de Glee, utilise les arts spirituels pour manipuler les éléments qui l'entourent et tire une puissante boule de feu bleu qui étonne ses frères et son père. Ces données affirment qu'il existe des cas où des personnes nées sans pouvoir magique peuvent utiliser des sorts. Et lorsque Seika atteint l'âge de 11 ans, il décide d'invoquer l'un des nombreux démons qu'il avait vaincus et asservis dans sa vie précédente, parce qu'il les a scellés dans une dimension parallèle. Il est sûr qu'il peut les appeler dans ce monde aussi. Pour sa première convocation, Seika choisit le moins menaçant de ses sermons, Yuki, le renard blanc mystique. Elle apparaît sous sa forme humaine et s'accroche immédiatement à Seika, disant qu'il lui manquait beaucoup. Mais il doit vérifier si elle est vraiment Yuki, car elle était une belle femme dans le passé. Ils réalisent tous les deux que ses pouvoirs ne constituent pas une guérison complète, mais elle est fatiguée de la dimension parallèle. Alors elle se transforme en renard pour vivre à ses côtés. Un jour, Seika trouve Glide essayant de forcer Yifa à venir dans son lit la nuit, mais il défend la jeune fille en disant qu'elle est sa servante. Flea le frappe, mais Seika bloque son poing et le force à reculer. Yifa remercie Seika, puis lui demande de venir avec elle pour aider un petit monstre blessé qu'elle a trouvé. Seika lui demande de regarder de l'autre côté, affirmant qu'il ne peut pas se concentrer lorsqu'il est surveillé, puis utilise ses arts spirituels pour guérir les blessures du petit en un instant. Rufa fait l'éloge de Seika, mais il dit qu'elle est aussi quelque chose de spécial car il l'a souvent trouvée en train de regarder les âmes des animaux. Rufa est surprise d'apprendre qu'il peut aussi les voir et elle décide de révéler son secret. Elle prétend qu'elle peut voir des esprits élémentaires qui semblent aimer les choses les plus malades, mais l'évite et après avoir confirmé que Yifa peut commander les esprits, il invoque un esprit du feu et lui demande de le faire disparaître. Après avoir essayé pendant plusieurs minutes, Yifa ordonne à l'esprit du feu de disparaître et se rend compte qu'il est désormais un bon subordonné. Il l'aide à s'entraîner au fil des mois et elle apprend à mieux contrôler les esprits. Bientôt, Seika aura 12 ans, mais son père n'est même pas à la maison pour son anniversaire. Plus tard, ses frères l'ont vu venir et s'entraîner
s'entraîner au combat à l'épée avec lui. Juste à ce moment-là, deux servantes les informent qu'un monstre géant se dirige vers le manoir. Seika sent le monstre avant tout le monde. Et lorsque le monstre salamandre géant apparaît, l'intimidateur fait pipi dans son pantalon et s'enfuit. Il prend les choses en main et ordonne à tout le monde de se mettre à l'abri même s'il est terrifié. Mais Seika se dirige droit vers le monstre qui est sur le point d'attaquer Yifa. Avant même que Seika puisse l'aider, Yifa ordonne inconsciemment à un esprit du feu de l'aider et il est impressionné. Après cela, il attire le monstre à l'air libre où il le vainc à l'aide d'un sort magique de poison. Tout le monde commence à l'applaudir et Seika les salue, réalisant que tout s'est déroulé comme il l'avait prévu. Robert arrive au manoir à ce moment-là et offre à Seika un dîner somptueux le soir pour avoir vaincu la salamandre. Il demande à Seika ce qu'il veut pour son cadeau d'anniversaire et lui demande de le laisser s'inscrire à l'Académie impériale de magie. Malgré la résistance du jaloux Golei, son père autorise Seika à passer le test d'entrée. Seika a une autre demande, emmener Yifa comme serviteur à l'Académie de magie. Yifa panique et même Robert dit qu'elle ne peut pas aller à l'Académie car elle n'a aucun talent pour la magie. Seika promet de lui prouver qu'il a tort et l'emmène à la fenêtre où il lui demande d'utiliser les esprits et de créer la plus grande boule de feu possible si elle veut venir avec lui à l'Académie. Elle utilise l'aide des esprits du feu et lance une boule de feu de rang moyen, choquant tout le monde. Robert accepte d'envoyer Yifa avec Seika à l'Académie et dit ensuite à Glide qu'il ne sera plus envoyé à l'Académie de magie maintenant et qu'il doit rejoindre l'armée. Glee est frustré et défie Seika en duel pour le droit de déterminer qui ira à l'Académie de magie. Seika accepte le défi et Robert déclare que cela aura lieu demain à midi et que l'utilisation de la force mortelle est interdite. La nuit, Luft rend visite à Seika pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui offre un stylo coûteux. Il affirme qu'il n'a jamais eu le courage de lui parler correctement, mais maintenant, il sent qu'il aurait dû être plus gentil avec son plus jeune frère. Cependant, Glee n'a pas l'intention d'attendre demain et il envoie une explosion de magie du vent à la fenêtre de Seika pour le défier en duel immédiatement. Seika descend, Glee utilise un sort de tornade de feu sur Seika, mais ne fait même pas un petit dégât. Et quand Glee l'attaque avec la magie du vent, Seika la bloque avec une barrière. Alors que Glee continue de lui lancer des sorts, Seika sort une poupée en papier et lie son frère avec. Il utilise ses arts spirituels pour paralyser Glee, puis lui tord les bras pour qu'il n'ait d'autre choix que de se rendre pour échapper à la terrible douleur. En tant que Golifin, Seika veut lui dire que sa victoire sur le monstre n'était pas une coïncidence. La vérité était qu'il avait mis les choses en mouvement il y a 6 mois, lorsqu'il avait invoqué le démon Cyclope et lui avait ordonné d'attirer la salamandre dans le manoir. Il avait déjà étudié la faiblesse de la salamandre et tout s'est déroulé exactement selon son plan. Yuki demande à Seika pourquoi il doit être si louche alors qu'il est si puissant et il répond qu'il ne veut pas trop se faire remarquer dans cette vie car il a payé le prix de sa renommée la précédente. Bientôt le printemps arrive et Seika se rend à l'académie avec Effa où il se rend compte que son nouveau corps a le mal des transports. Il est épuisé lorsqu'il arrive à son auberge et Effa le réconforte. Elle a soif de lui depuis un certain temps et veut venir dans son lit ce soir, mais Seika est épuisé. Alors il ne comprend pas ses avances. Le lendemain, ils se rendent à l'académie pour le test d'entrée où l'examinateur leur demande de placer leurs mains sur le cristal magique pour vérifier leurs aptitudes. Il s'avère que Buffa a une affinité pour la magie du feu et du vent, mais Seika ressemble à un perdant devant tout le monde parce qu'il n'a aucune magie. Alors que d'autres étudiants racontent qu'il est entré à l'académie uniquement grâce à l'argent de son père, une fille fait taire tout le monde avec colère alors qu'elle se dirige vers l'examinateur. Seika semble reconnaître la fille qui se présente comme Amy, une roturière ayant une grande affinité pour les 4 éléments. Seika donne son examen écrit et ensuite vient l'heure de l'examen pratique. Les étudiants doivent frapper des cibles en pierre avec leur meilleur sort magique pour montrer leur puissance. Et Seika constate que la plupart des perdants ici ne peuvent utiliser qu'un seul élément. Bientôt, le tour de Muffa arrive et elle détruit les cibles avec la magie du feu et du vent. Seika est également surprise qu'elle évoluait autant sans qu'il le sache. C'est ensuite son tour. Il utilise la boule de feu bleue pour mettre le feu à la première cible avant d'aller vers la seconde et de la détruire en faisant apparaître des cubes métalliques à partir de rien. Il gèle ensuite la troisième cible avec de la magie de glace, mais plus tard, Amy étourdit tout le monde car elle peut utiliser 4 éléments de base ainsi que les éléments avancés de lumière et d'obscurité. Les résultats sont annoncés le lendemain et, bien qu'Yifa soit nerveuse à l'idée d'échouer, elle se classe 2e sur une liste de mérite. Seika qui est 3e. Amy est la meilleure et Seika l'a choisie comme prochaine cible, déterminée à être bientôt subordonnée. Ils s'inscrivent officiellement à l'académie et dès le premier jour, Seika remarque que quelque chose ne va pas. Il demande à Effa s'il y a des esprits à proximité et elle lui fait remarquer
remarqué qu'il y a beaucoup d'esprits sombres qui errent. Seika suit son instinct et trouve un cercle magique effrayant gravé sur le sol. Il suggère qu'il pourrait s'agir d'une expérience scolaire, mais laisse certaines de ses poupées en papier espionner la zone. Alors qu'Annie prononce son discours en tant qu'étudiante d'honneur, 3 démons mineurs s'écrasent lors de leur fête d'inscription. Tout le monde panique, mais Seika observe calmement les démons pour trouver leur objectif. Les professeurs engagent le combat contre les démons, et l'un d'eux est sur le point d'être écrasé quand Amy attaque le démon pour la sauver. Seika pense que les démons sont trop lents pour être la principale force d'attaque, et il utilise ses poupées espionnes pour trouver le démon activant le cercle magique. Il informe Yifa qu'il a une tâche urgente à accomplir et part affronter le démon. Il s'approche du démon en lui demandant la raison pour laquelle il attaquait l'école, mais le démon ne prend pas la peine de répondre et invoque ses serviteurs pour l'attaquer. Seika détruit 2 des démons avec ses arts spirituels, puis scelle le 3e dans une dimension parallèle. Le démon boss décide de l'affronter de front et invoque plusieurs épées pour le combattre. Seika utilise ses poupées en papier pour l'attaquer avec le feu, mais le démon peut les voir même s'ils sont invisibles et les contrecarre avec de la magie. Et il lance son épée sur Seika qui l'esquive, mais est touché lorsque le démon téléporte la lame. Seika est pris de court en entendant cela, et le démon regarde un barrage d'épées sur lui pour l'achever et lui arracher la tête. Alors que le démon part affronter le héros, Seika réapparaît soudainement en chantant la chanson sur le fait d'être le plus fort. Le démon l'attaque à nouveau, mais ses attaques n'ont bientôt plus aucun effet sur Seika, qui lui dit que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force individuelle, mais dans la ruse, pour bien contrôler ce pouvoir. Le démon invoque des centaines de lames sans exagérer pour un effet dramatique et déclare qu'il fera tout son possible. Maintenant, Seika esquive toutes les épées et utilise ensuite la magie de l'eau pour inonder toute la zone. Le démon se téléporte dans le ciel et attaque Seika d'en haut, mais il esquive et invoque un apossum éclair pour le tuer. Le démon prend le coup et apparaît ensuite derrière Seika, le transformant en beignet humain. Cependant, Seika attendait d'être touché et utilise un sort d'autodestruction qui inflige de sérieux dégâts à son ennemi. Immédiatement après l'explosion, Seika échange sa place avec l'une de ses poupées en papier, qui a subi tous les dégâts des attaques précédentes. Le démon réalise son tour et dit qu'il doit être à court de ses poupées, mais Seika lui montre qu'il y en a plus là d'où elles viennent. Il décide de mettre fin à leur combat et invoque l'une de ses invocations les plus puissantes qui est scellée derrière de nombreuses portes. Un dragon apparaît derrière les portes et le démon est stupéfait, car même le seigneur démon ne peut pas invoquer un dragon. Sur ordre de Seika, le dragon attaque le démon et l'emmène dans le ciel avant de l'avaler tout entier. Seika demande alors au dragon de revenir vers lui, mais il essaie de s'échapper de son contrôle. Il envoie ses poupées de papier pour le forcer à changer de comportement. Seika ouvre la porte de la dimension parallèle et le scelle à nouveau avant de conclure que son pouvoir spirituel n'a pas correctement fonctionné avec son corps. C'est pourquoi le dragon a essayé de le détruire. Peu de temps après, il revient à l'académie où il découvre qu'Amy a vaincu tous les démons mineurs toute seule. En la regardant, puis en regardant les autres étudiants, il sent que les forts finiront par être entraînés et écrasés par les faibles. Il ne veut pas être le plus fort dans cette vie, mais il pense que s'il fait de l'héroïne Amy l'humain le plus fort, il ne sera pas ciblé. Décide de se lier d'amitié avec la fille et de faire d'elle l'humain le plus fort, pensant que même si elle est écrasée, cela ne le dérangera pas tant qu'il sera heureux. Un jour, alors que Seika et Yifa se rendent en classe, un énorme pot contenant un produit chimique nauséabond leur tombe dessus. Seika se téléporte rapidement loin du produit chimique et se demande ce que c'est lorsque le professeur Ringard s'excuse pour l'accident. Plus tard, le professeur principal leur dit que les 2 élèves policiers, Amy et Yifa, participeront à un rituel et traverseront la forêt pour offrir leur prière à un temple là-bas. Seika pense qu'il pourrait être dangereux pour les filles d'y aller seules. Il ordonne donc à Yifa de lui céder son poste et elle le fait à contre-cœur. Alors que tout le monde, y compris le professeur, le traite pour avoir abusé de ses privilèges, Seika s'en fiche. Plus tard, il s'excuse d'avoir pris le risque de Yifa et dit qu'il veut veiller sur Amy car elle a dû attirer une attention excessive après avoir tué tous les démons plus tôt. Il dit qu'il veut être ami avec elle parce qu'elle est forte et Yifa se sent en insécurité parce que son maître accorde plus d'attention à une autre fille qu'à elle. Seika lui assure qu'elle est sa meilleure fille et Yifa est contente de l'entendre. Bientôt, le jour du rituel arrive et Amy demande à Seika pourquoi il a tant insisté pour venir avec elle. Elle lui demande si son serviteur n'a pas suffi à satisfaire ses désirs charnels. Seika dit que ce n'est rien de tel, quand soudain Amy ressent une vive douleur à la tête. Seika enquête et découvre qu'il y a un cercle magique à proximité qui semble être la cause du mal de tête d'Amy. Au moment où elle s'en approche, le cercle magique s'active et le téléporte instantanément dans un donjon souterrain. Avant même qu'il ne puisse réaliser ce qui se passe, des monstres ressemblant à des lézards les attaquent
attaquent. Mais Emi se déplace rapidement et les bat en un instant. Alors qu'elle agit de manière majestueuse tandis que Seika la félicite, un autre monstre l'attaque par derrière et Seika l'empale avec un pieu en bois juste à temps. Ami dit qu'être téléporté dans un donjon comme celui-ci est très dangereux, mais elle espère que les deux pourront rester en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Seika colle ses poupées en papier sur le toit pour marquer l'itinéraire et appelle également les serviteurs qu'il a transformés en abeilles à l'extérieur pour les aider à trouver une sortie. Bientôt, un groupe de monstres les attaque et Emi se précipite tête baissée pour les défier. Elle parvient à en éliminer quelques-uns, mais un monstre blessé refuse de mourir et la frappe au cœur. Emi est au sol et Seika se précipite à son secours, battant tous les monstres sur son chemin. Dès qu'il voit Emi perdre connaissance, il invoque le mille-pattes géant pour éliminer rapidement tous les monstres restants. Emi se réveille bientôt et découvre que Seika a guéri ses blessures. Elle a encore des crises de maux de tête et Seika met en place une barrière qui la met immédiatement à l'aise. Il prétend qu'elle a mal à la tête à cause d'une malédiction et Emi prétend que c'est impossible car elle n'a jamais vu de marque de malédiction sur son corps. Seika répond qu'il y a des endroits où elle ne peut pas se voir et qu'elle pense qu'elle est une perverse qui veut voir son corps. Cependant, elle-même est un peu perverse et enlève ses vêtements pour qu'il puisse trouver s'il y a une marque de malédiction sur son dos. Seika ne trouve rien, mais il prétend qu'il existe d'autres moyens de maudire quelqu'un. Il demande ensuite à Emi une mèche de ses cheveux et l'attache autour d'une poupée en papier qui absorbera la malédiction à sa place pour le moment. Après cela, elle lui demande quelles sont ses capacités, mais Seika ne lui donne aucune réponse claire. Emi parle de choses obscènes avec lui, mais découvre qu'il est un sanglier qui ne peut pas comprendre que Yifa se jette pratiquement sur lui. Seika décide de changer de sujet et lui pose des questions sur elle-même. Et Emi révèle que ses deux parents sont des aventuriers et qu'elle aime se battre. Elle prétend ne pas avoir peur des blessures et de la mort, et c'est pourquoi les gens autour d'elle ont toujours pensé qu'elle était bizarre. Après cela, ils reprennent leur exploration et vainquent des hordes de monstres avant d'atteindre la salle du boss. Emi découvre qu'il s'agit d'un monstre serpentin et affirme qu'il n'est pas sage de l'affronter. Mais Seika dit qu'ils peuvent gagner s'ils se battent ensemble. Elle décide de lui faire confiance et ils se précipitent dans la chambre du patron. Seika attaque le boss avec des pics en bois, mais elles n'ont aucun effet et le monstre lui crache de l'acide. Seika esquive l'attaque et Emi attaque le monstre par derrière, mais sa magie ne parvient pas non plus à faire une brèche. Seika trouve bientôt une chance, empale la bouche du monstre avec un clou doré et demande à Emi d'utiliser un pare-feu dessus. Elle fait ce qu'on lui dit et le clou doré absorbe toute la chaleur pour exploser. Elle est ravie d'avoir vaincu le boss et serre Seika dans ses bras, affirmant que leur travail d'équipe était sans faille. Il la félicite et lui dit qu'elle est forte avant de passer aux récompenses du donjon. Seika trouve une épée mythique incrustée dans une main de démon et la donne à Emi car elle lui conviendra. Juste à ce moment-là, un anneau magique tombe au sol et il décide de le garder comme récompense. Il dit que c'était amusant d'être un aventurier. Bientôt, ils trouvent la sortie et retournent à l'école où ils informent les professeurs du donjon. Le cercle magique dans lequel ils avaient été téléportés avait disparu à ce moment-là, donc personne ne pouvait découvrir le coupable derrière cela, mais il l'avait déjà découvert. Il va directement voir le professeur Ringard et le confronte à propos de la malédiction qu'il a lancée sur Emi. Le professeur lui a demandé comment il avait appris cela et a énuméré 13 raisons pour lesquelles il pensait que le professeur travaillait pour des démons. Il a compris que le professeur avait aidé les démons à s'infiltrer dans l'école et il l'a également téléporté, lui et Emi, à l'intérieur du donjon. Il lui demande de montrer sa vraie forme, mais l'homme rit en disant qu'il est un humain qui travaille pour les démons en tant qu'espion. Seika salue l'homme comme un génie car il a créé un nouveau sort pour maudire quelqu'un à distance et le tuer lentement sans laisser de traces. Seika lui dit qu'il maudit une poupée en papier au lieu d'une amie en ce moment parce que le professeur a fixé la cible de sa malédiction à toute personne contaminée par le sang de démon. Le professeur est stupéfait, puis Seika invoque le démon qu'il a caché et se baigne dans son sang pour prendre la malédiction sur lui-même. Puis, il prie le dieu de l'enfer de transférer la malédiction à son lanceur et de maudire le professeur comme Tutkun, le faisant saigner de tous les trous. Le professeur perd trop de sang et meurt. Peu de temps après, Seika offre la reine qu'il a trouvée dans le donjon à Yifa car elle peut renforcer sa connexion avec les esprits et elle est heureuse de la recevoir. Juste à ce moment-là, Emi passe et elle donne à Seika le même traitement froid malgré tout ce qui s'est passé dans le donjon. Elle est assez amicale avec Yifa et Seika se demande ce qu'il a fait de mal. Ils finissent par bien s'entendre et bientôt Seika et ses amis atteignent la 2e année de leur vie scolaire. Soudain, le directeur adjoint s'approche d'eux et demande à Seika et Yifa de rendre visite au directeur le lendemain et a un mauvais pressentiment à ce sujet. Il rend visite à la directrice le lendemain et découvre qu'elle est une naine qui s'offusque d'être appelée demi-humaine. Elle pense que l'attitude de Seika est similaire à celle de son oncle,
qui était autrefois étudiant à l'académie, mais Seika entend parler du frère de son père pour la première fois. Le directeur passe rapidement au sujet principal et dit à Seika qu'il doit participer au tournoi de combat organisé dans le cadre de la compétition avec un nouvel élève. Une fille rousse entre dans le bureau en faisant la queue du directeur et se présente comme Mabel Crane. Le directeur dit qu'ils n'ont que 2 places et que Mabel en prendra une tandis qu'elle veut que Seika prenne l'autre. Quand Ami apprend cela, elle est furieuse de ne pas avoir été invitée alors qu'elle est la meilleure élève. Mais Seika a une théorie à ce sujet et il veut la tester. Ami est toujours déçue d'avoir été négligée, même si elle n'aime pas l'idée de participer au tournoi. Elle se plaint que Mabel soit liée à un noble qui a tiré les ficelles pour la laisser participer au tournoi juste pour booster son CV. Amy dit que la fille doit être une enfant gâtée qui ne sait rien du monde réel. Et juste à ce moment-là, Mabel arrive et lui lance les mêmes mots. Amy confronte Mabel qui dit qu'elle n'a pas été choisie pour le tournoi simplement parce qu'elle était trop faible. Amy prend cela comme un défi et emprunte des épées d'entraînement à certains étudiants pour défier la rousse numéro 2 en duel. Au signal, Amy se précipite vers Mabel qui bloque son attaque en renforçant son épée avec de la magie noire. Elle égale Amy et la désarme ensuite d'un coup puissant. Mabel la raille, l'appelant la petite héroïne gâtée. Amy la traite de tricheuse pour avoir utilisé la magie dans un combat à l'épée. Mabel répond qu'elle ne peut pas se permettre de se plaindre comme ça dans le monde réel avant de partir. Elle prévient également Seika de déclarer forfait s'il n'est pas sérieux au sujet du tournoi car il finira par être blessé. Dans la voiture, Amy et Yifa continuent de discuter et Mabel dit qu'elles sont toutes des enfants protégés. Seika en a assez de son comportement émotif, mais il décide de s'occuper de ses affaires. Dès qu'ils atteignent la capitale, Seika est dans un état terrible à cause de son mal des transports, mais il insiste quand même pour se rendre à l'arène pour découvrir qui est son adversaire. Il demande à Yifa et Amy d'explorer la ville pendant qu'ils se reposent. Mais ensuite, il utilise ses poupées en papier pour espionner Mabel et découvrir pourquoi elle a été choisie à la place d'Amy. Le lendemain, Seika affronte d'abord un épéiste maigre et méchant qui croit que les magiciens ne valent rien au combat rapproché, enrageant son adversaire, qui se précipite sur lui dès le début du round. Il poignarde Seika, qui échange sa place avec l'une de ses poupées en papier, avant de subir des dégâts et se déplace derrière l'épéiste et le fait sortir de l'arène avec de la magie. Il remporte immédiatement la manche et revient en arrière, où Yuki craint de trop se démarquer. Il se rend chez Yifa et Ami et il voit le prochain tour commencer entre un magicien et un mystérieux guerrier en haillons. Le guerrier en haillons. Kyle utilise sa technique d'œil de démon pour paralyser le magicien avec la peur, puis le poignarde à la poitrine, le tuant instantanément. Seika se rend compte que le garçon est un assassin chevronné, alors il envoie certaines de ses poupées en papier pour l'espionner. Pendant ce temps, Mabel le regarde également alors qu'elle se prépare pour son combat, et elle semble contrariée par quelque chose. Après cela, Seika affronte un mage utilisant Goluftiem au 2e tour, qui prétend que son Goluftiem a été créé spécifiquement pour lutter contre les 2 magies. Il ordonne à son Goluftiem de l'attaquer, et Seika invoque l'un de ses serviteurs démons les plus rapides pour le trancher avant que quiconque ne réalise ce qui se passe. Le golem est transformé en décombre, et une femme abandonne. Sticker retourne auprès de ses amis et Yifa s'inquiète pour sa sécurité. Après avoir vu le combat de Kyle, il lui assure qu'il ne sera pas blessé. Leurs querelles sont interrompues lorsque le combat de Mabel commence et ils tournent leur attention vers l'arène. Son adversaire est un mage de la terre chevronné, mais Mabel coupe ses attaques avec ses épées tranchantes. Alors que l'adversaire chante des sorts plus puissants, Mabel lui lance des couteaux qui brisent facilement les murs de pierre. Mabel coupe le bâton du magicien et le bat, et le commentateur l'appelle l'héroïne aux cheveux roux. Seika est confus, car il ne comprend pas encore très bien les traditions de ce monde. Et Amy lui dit que le 2e héros s'appelait Mabel et qu'elle avait la même couleur de cheveux ainsi que le même choix d'armes que leur cadette. Seika réalise ce qui se passe et la nuit, il intercepte un espion démon qui envoie un pigeon messager à ses proches. L'homme feint l'ignorance et tente d'attaquer Seika par derrière, mais il le lie avec des vignes. L'espion lui demande comment il a su pour lui et Seika lui dit qu'il avait demandé à ses serviteurs qui le surveillaient de parler à d'autres informateurs. Seika lui demande alors quel message elle a envoyé, mais l'espion lui demande d'interroger son cadavre. Seika répond qu'il demandera à son âme s'il n'est pas prêt à parler et il invoque la version minuscule et effrayante du titan bestial. Le singe fou a un démon qui peut lire dans les pensées, et il fait taire l'espion en lui volant des mots de la bouche. Le singe mange l'homme, puis se tourne vers Seika pour lire ses pensées où il est plein de pitié pour l'homme qu'il vient de tuer. Seika n'aime pas que ses pensées soient lues. Le singe est terrifié,
et se précipite dans sa chambre dans la dimension parallèle. Juste à ce moment-là, Yukai émerge de ses cheveux et Seika s'excuse de l'avoir effrayé. Il a réalisé que l'école avait envoyé Mabel au tournoi pour faire croire à tout le monde qu'elle était l'héroïne, afin que la vraie héroïne Amy puisse rester en sécurité. Cela ne le dérange pas de laisser Mabel attirer toute l'attention et il n'a pas l'intention d'enquêter sur la véritable identité de la fille tant qu'elle peut lui être utile. Le lendemain, le tournoi reprend et, outre Seika, Mabel et Kyle, un épéiste magique capable d'utiliser les 4 éléments, entrent en demi-finale. Dès que les 4 demi-finalistes sont déterminés, Mabel dit à Seika de déclarer forfait, affirmant que le tournoi n'est pas ce qu'il pense. Seika dit qu'il n'a pas l'intention de faire ça, il refuse toujours et dit à la rousse d'être injuste et honnête si elle veut aller en finale. Su dans la première demi-finale entre Kyle et le personnage Nameless Extra commence. Asher utilise la magie de la lumière pour se rendre résistant aux yeux de démon de Kyle et l'attaque même avec des boules de feu. Cependant, Kyle continue de marcher vers lui sans même broncher. Le figurant crée une armée de golems pour le combattre, mais Kyle utilise sa magie de l'ombre pour les détruire tous en même temps, puis restreint les mouvements du figurant pour l'achever. Cependant, juste avant qu'il ne le frappe, les juges sifflent pour déclarer que le combat est terminé. La nuit, Seika dit à Yuki qu'il prévoit de perdre 2 mains pour garder un profil bas. Elle prend soudainement la forme d'un humain, demande à son maître de lui montrer un peu d'amour, mais il lui dit d'arrêter. Juste à ce moment-là, son hibou aperçoit Mabel sur le toit, et Seika serre Yuki dans ses bras et saute hors du chemin, avant que Mabel n'envoie le toit s'écraser. Mais elle n'est pas là pour parler. Elle l'attaque et le fait sortir par la fenêtre pendant qu'elle lance de nombreuses attaques rapides sur lui. Elle esquive les vignes emmêlées et se précipite pour poignarder Seika, mais ne parvient à poignarder qu'une de ses poupées en papier. Seika utilise son sort d'éjection de force après s'être téléportée derrière elle, mais elle y résiste, montrant qu'elle est plus forte qu'il ne le pense. Mais un ivrogne interrompt leur combat, et Mabel l'utilise comme leurre pour s'enfuir. Buki sort et demande à quoi pense la fille folle, et Seika répond qu'il devrait lui demander directement. Il trouve Mabel nostalgique près d'une fontaine, et comme elle est surprise de le voir, il dit qu'il est ici pour parler et non pour se battre. Seika lui demande de lui dire toute la vérité, et qu'il pourrait envisager d'accepter sa suggestion d'arrêter. Mabel le traite de bizarre, et révèle ensuite qu'elle avait prévu de le blesser pour qu'il ne se batte pas demain. Elle demande une fois de plus à Seika d'arrêter, car elle ne pourra pas se retenir contre lui, et elle ne veut pas le tuer. Cependant, comme Seika le remarque, elle est ici pour agir en tant que mandataire d'Ami et remporter le tournoi pour détourner l'attention de tout le monde d'elle. La fille est choquée. Seika croit qu'il y a une autre raison pour laquelle elle est ici, et Mabel décide de lui dire la vérité. Elle prétend que sa règle ici est de mourir des mains de Kyle pour faire croire aux démons que le héros est mort. Elle dit qu'elle et Kyle sont tous deux des orphelins qui ont été recueillis par une organisation clandestine qui les a formés pour devenir des assassins depuis qu'ils étaient jeunes. L'organisation rassemble les orphelins en groupes de 4 personnes qui se renforcent ensemble à mesure qu'elles tissent des liens les unes avec les autres. Cependant, lorsqu'ils atteignent la puberté, le plus fort du groupe se voit implanter un sort magique dans la tête qui détruit ses émotions et le transforme en une machine à tuer sans cervelle. Dans son groupe, Kyle a obtenu le sort magique et il a dû tuer ses 3 amis pour prouver ses compétences. Il en a déjà tué 2, mais l'organisation a ensuite trouvé un moyen de gagner de l'argent avec Mabel en rendant Kyle célèbre en tant que tueur de héros. Alors, ils l'ont envoyé au tournoi. Cependant, elle n'a pas l'intention de mourir définitivement de ses mains et veut le tuer. Mabel prétend que Kyle a tué son frère qui était dans le même groupe, mais Seika la dénonce. Il sait que Kyle est son vrai frère et elle veut le tuer pour le libérer de son destin cruel. Elle est étonnée par sa déduction correcte et dit à Seika que c'était le dernier souhait de son frère d'être arrêté par elle s'il devenait un monstre. C'est pourquoi elle veut entrer en finale quoi qu'il arrive et le vaincre en risquant sa vie. Seika se lève et dit qu'il a changé d'avis et qu'il va maintenant entrer en finale et battre Kyle pour elle. Le lendemain, ils s'affrontent dans l'arène. Alors que Mabel brandit sa hache géante, elle affirme qu'un garçon noble gâté ne pourra pas la vaincre. Le commence et malgré son arme lourde, Mabel se déplace avec une vitesse incroyable et met Seika sur le pied arrière avec ses frappes puissantes. Il l'attaque en lui tirant des pierres, mais elle utilise l'élan de la hache pour esquiver l'attaque et contre-attaque en lui lançant des couteaux. Seika les bloque puis l'attache avec des amendes, mais Mal se libère d'eux avec la force brute. Seika met une de ses poupées en papier sur sa hache pour la rendre 1000 fois plus lourde, de sorte qu'elle ne peut même pas la soulever. Elle invoque des vignes plus robustes pour la retenir et ramasse sa hache. Les juges signalent la victoire de Seika et le duel est terminé instantanément. Mabel se sent perdue après sa défaite. Bientôt, le tour final du tournoi entre Seika et Kyle commence. Seika demande au garçon Emo ultime s'il s'attendait à combattre Mabel et il répond que c'était le plan. Il a vraiment perdu toutes ses émotions et dit qu'il la tuera quand même parce qu'il a reçu l'ordre de le faire.
Seika n'aime pas son attitude froide et dit qu'il s'assurera de la changer après l'avoir vaincue. La bataille commence et Seika utilise une brume cramoisie pour empêcher l'œil démoniaque de Kyle de l'affecter. Kyle marche toujours vers lui sans être déconcerté malgré l'attaque de Seika avec sa boule de feu bleue. Il le détache en utilisant les vignes métalliques, mais Kyle est capable de les briser en utilisant la magie de l'ombre avant d'attaquer Seika avec. Seika bloque l'attaque en utilisant une barrière, alors il invoque un démon armé pour venir à sa place. Kyle attaque le démon qui reste indemne et brise ses os avec une attaque légère. Terre remarque que s'il avait ses émotions, il ressentirait une véritable peur en défigurant un adversaire plus fort que lui. Il s'approche de Kyle inconscient quand soudain une malédiction apparaît sur tout son corps. Seika détruit une barrière pour maîtriser la malédiction, mais a déjà gravement blessé le corps de Kyle. Cependant, il a retrouvé sa personnalité pendant un bref instant et alors que Seika essaie de diagnostiquer ses symptômes, il lui a demandé de s'excuser auprès de Mabel en son nom. Kyle meurt avec ça. Sa fierté est celle de l'exorciste le plus fort blessé et il décide d'utiliser toutes ses capacités pour le ramener à la vie. Alors qu'il commence à chanter un sort pour faire revivre Kyle, Yuki le supplie d'arrêter car faire revivre son adversaire attirerait trop d'attention. Alors il arrête le sort de résurrection. Alors que la brume rouge se dissipe, Seika stocke le corps de Kyle dans une dimension parallèle et prétend qu'il l'a évaporé sans laisser la moindre trace. Il remporte le tournoi avec ça et plus tard, il enterre le corps mort de Kyle dans un endroit calme avec l'aide de Mabel. Elle savait que son frère était condamné à mourir s'il perdait, alors elle avait abandonné tout espoir de le sauver. Seika lui transmet le dernier message de Kyle dans lequel il s'excuse pour le trèfle à 4 feuilles. Elle pleure longtemps avant de demander à Seika ce qui va lui arriver maintenant. Il lui dit de retourner à l'académie car il s'assurera que tout se passe bien pour elle. Mabel accepte avec joie son offre et retourne avec Seika à la voiture où Yifa et Emi les attendent. Ils ont déjà entendu la majeure partie de l'histoire de Seika et acceptent Mabel malgré la connaissance de son passé. Ami défie à nouveau Mabel dans un combat à l'épée et cette fois, elle utilise la magie d'accrochage pour renforcer son épée. Après avoir gagné, elle se vante d'être la meilleure de sa classe dans les cours pratiques et demande ensuite à Mabel de devenir sa partenaire d'entraînement à l'école car personne d'autre n'a de capacité proche. Bientôt, Seika et son groupe retournent à l'académie et il va parler au directeur. Il a compris qu'elle voulait qu'il rejoigne le tournoi pour sauver la vie de Mabel et le directeur est impressionné par son jugement. Elle affirme que l'organisation clandestine lui a vendu Mabel parce qu'il prévoyait de la tuer de toute façon. Mais elle a donné du fil à retordre à la jeune fille qui avait fait face à de nombreuses difficultés. Alors elle s'est appuyée sur Seika et demande à Seika de l'aider en tant qu'aînée. Seika se rend dans la salle commune où il découvre que la teinture pour cheveux de Mabel s'est estompée car elle n'a plus besoin de prétendre être une héroïne. Maintenant, elle est terrifiée par Seika qui est très stricte car il l'aide à étudier. Bientôt, les vacances de mi-semestre commencent et Seika reçoit de son père la mission d'enquêter sur un dragon dans un royaume voisin. Emi veut l'accompagner, mais Seika lui rappelle que ses parents doivent l'attendre. Effa a l'air un peu nerveuse parce qu'elle veut aller avec Seika et il l'invite à l'accompagner. Juste à ce moment-là, Cécile, le prince héritier du royaume d'Astéria, arrive dans la salle à manger et remarque qu'on dirait qu'ils sont dans un pays du tiers-monde. Son serviteur lui demande de faire attention aux flocons de neige. Cécile décide donc de ne rien commenter et va directement vers Seika et se présente. Soudain, son regard se pose sur Yifa et il est frappé par sa beauté. Il lui demande donc de rejoindre son Hermès et de devenir l'une de ses épouses. Yifa est à court de mots, mais elle parvient à dire qu'elle est l'esclave de Seika. Elle ne peut donc pas accepter son offre. Et avant qu'il ne puisse trouver une réponse, la servante elfe du prince, Lise, lui demande de porter cette affaire ailleurs. Ils se rencontrent dans un bureau privé où Cecilio dit à Seika que la mission d'enquêter sur le dragon a été émise par leur royaume. Il dit à Seika que le dragon vit en harmonie avec le peuple de son royaume depuis plus d'1 siècle. Mais maintenant, certains ont commencé à faire des bêtises. Seika veut savoir pourquoi le dragon vit en harmonie avec les humains depuis si longtemps. Et Cécile lui raconte l'histoire d'une reine qui a aidé à faire éclore le dragon de son œuf. Il ne sait pas si cette histoire est vraie. Plus tard, alors que Seika retourne à son dortoir, Emi et Mabel l'entraînent dans les buissons et lui demandent s'il envisage de remettre Yifa au prince coureur de jupons. Il promet qu'il ne la laissera pas partir, mais ce sera différent si elle aime aussi le prince. Les filles commentent qu'il est plus bête qu'un poisson s'il pense que Yifa va le quitter. Le lendemain, Seika et Yifa partent avec le groupe de Cécile. Yifa pense qu'un prince comme Sichia ne voudra pas vraiment ajouter une esclave comme elle à son haroum, mais Seika pense qu'il est sérieux à ce sujet. Yifa sourit, disant que cela la rend un peu heureuse d'entendre cela, et Seika se sent
jalouse pour la première fois depuis longtemps. Ils atteignent la capitale du royaume d'Astéria, et Sisio remarque que c'est un endroit très paisible. Il montre du doigt le dragon qui vole au-dessus de la ville et effraie les gens, et Seika remarque qu'il est assez gros, surprenant Effa. Soudain, un invocateur appelle un tigre de lave pour affronter le dragon. Le dragon s'enfuit, mais le tigre de lave remarque Yifa sans défense et se précipite vers elle. Seika le piège à l'aide de piliers de cristal, mais le tigre de lave les fait fondre facilement et se précipite vers lui à la place. Seika est sur le point d'effacer le tigre de l'existence lorsque son été lui met une laisse autour du cou et l'arrête. Il rappelle le tigre et Sicile accourt pour réprimander un invocateur nommé Zeus pour avoir laissé sa bête attaquer les invités. Cependant, Zeus lui dit avec suffisance qu'il y a des choses plus importantes à craindre car le dragon est devenu plus impatient et dangereux ces derniers jours. Seika apprend que Cécile a engagé des mercenaires dirigés par Zeus pour tuer le dragon s'il ne trouve pas un moyen de l'arrêter. Seika dit que c'est une mauvaise idée, mais cela pourrait le mettre vraiment en colère. Zeus dit avec arrogance à Seika de se taire car il ne sait rien du monde réel. Seika dit qu'il devrait apprendre à contrôler son tigre avant de faire la leçon aux autres et l'avertit de ne pas l'invoquer. Sisio interrompt leur combat et expulse Isk. Après cela, Seika lui demande s'il a l'approbation de la reine pour tuer le dragon et apprend que le prince agissait de son propre chef. Il demande à Seika de rester en dehors de la politique de son pays. Il se tourne alors vers Yifa et lui explique comment se battre pour elle-même. Il dit qu'il ne sera pas toujours avec elle et qu'elle doit utiliser sa magie pour se protéger. Yifa est en larmes après avoir entendu cela et Seika interdit au prince d'interférer entre lui et son serviteur. Seika sait que ses paroles étaient dures. Dans sa vie précédente, l'un des étudiants a été mangé par le dragon avant de l'obtenir et il ne veut pas que subisse cela. Le lendemain, Seika rassemble des informations sur le dragon dans la bibliothèque et découvre que le dragon s'est comporté étrangement il y a 150 ans également. À cette époque, il y avait un couple de dragons dans les montagnes qui avaient pondu des œufs. Pour tenir attaquant à distance, ils effrayèrent les humains et les monstres et volèrent du bétail pour nourrir leurs enfants. Le dragon femelle est mort quelques années plus tard. Et maintenant, seul le dragon mâle vit. Yifa croit que cette fois, la cause de l'agitation du dragon ne peut pas être l'accouchement. La nuit, alors qu'il est occupé avec ses recherches, Yifa frappe à sa porte car Cécile a envoyé une femme de chambre pour l'inviter dans sa chambre. Elle ne veut pas y aller et a peur d'être seule. Monsieur la laisse partager sa chambre dans son lit. S'ils se couchent dos à dos, Seika demande à Yifa si elle envisage de rejoindre le harem du prince et elle refuse. Il lui a demandé de ne pas être timide et que si elle se retient à cause de lui, elle devrait déjà aller voir le prince. Rhea est blessée par ses paroles et dit que s'il est contrarié parce qu'elle est faible et lâche, elle s'améliorera sur ses points, mais elle ne veut pas le quitter. Seika se rend compte qu'il a choisi les mauvais mots et dit à Yifa qu'il voulait seulement lui dire qu'être invité à un harem royal était une grande chance pour n'importe quelle femme. Il dit qu'il sera un peu seul sans elle, mais c'est finalement sa décision. Yifa dit qu'elle y réfléchira dans ce cas et elle s'endort avec les larmes aux yeux. Le lendemain matin, Seika découvre qu'elle a quitté la pièce avant qu'il ne se réveille. Yuki apparaît également et lui dit qu'il a été trop dur avec la fille qu'il aime depuis toujours, mais il refuse de le croire. Il se rend plus tard chez Cécile et le confronte au sujet d'avoir invité Eufa dans sa chambre tard dans la nuit. Le prince s'excuse et demande une fois de plus à Seika de lui vendre son serviteur. Seika dit qu'il ne traitera pas Eufa comme un être qu'il peut donner à quelqu'un d'autre, mais elle veut rejoindre son Hermès. Elle est libre de partir. Après cela, Seika informe Cécile qu'il prévoit d'escalader la montagne pour enquêter sur le dragon. Bientôt, il dit au revoir à Yifa alors qu'il part pour la montagne. Et alors qu'elle retourne au palais, Béphize s'approche d'elle. Elle a réalisé qu'Yifa avait la capacité de voir les esprits parce qu'elle avait du sang d'elfe qui coulait dans ses veines. Elle demande à rejoindre l'Hermès de Cécile, disant que c'est une meilleure option que de rester une esclave monstre. Lise demande à Yifa si elle n'a pas remarqué comment les esprits évitent Seika comme s'ils libéraient du miasma démoniaque. Elle répond que malgré tout, Seika est un humain car elle sait qu'il est un garçon gentil depuis qu'ils sont petits. Lise lui pose d'autres questions sur l'origine de son maître et apprend que personne ne sait qui est la mère de Seika. Elle affirme que la mère pourrait très bien être un démon. Alors que sa fille est manipulée contre lui, Seika escalade la montagne en chevauchant son 1000 pattes géant et trouve le nid du dragon. Le dragon CGI est agressif et attaque immédiatement Seika, qui bloque son souffle de feu avec sa barrière. Le dragon charge sur lui, mais Seika esquive son attaque et invoque ensuite un démon d'un poids incroyable pour le maîtriser. Après cela, il piège le dragon dans un métal incassable et se rend au nid où il trouve un œuf de dragon. Yugi apparaît et demande comment un dragon mâle peut pondre un œuf et voit des réponses selon lesquelles les dragons sont des espèces à genre fluide qui peuvent passer du mâle à la femelle s'ils le souhaitent. Tout comme les adolescents délirants, Seika décide de faire rouler l'œuf pour aider au processus d'éclosion. Ses actions capturent le cœur du dragon qui lui signe la tâche du bébé Gadi. Sticker crée un cercle de feu et continue de faire rouler l'œuf pendant que le dragon se repose et décide de retourner au palais pour dire au prince que le dragon ne les attaquera pas
pas inutilement. Cependant, le dragon ne veut pas qu'il parte et le tire plus près pour le câliner. D'un autre côté, vous découvrez qu'il existe un palais entier dédié à l'enseignement des filles à divers disciples, et qu'elles vivent toutes ensemble heureuses, à sa grande surprise. Lise affirme que cet endroit prépare les filles du harum à devenir des personnages importants dans le futur, et le prince veut trouver parmi elles une candidate appropriée pour être sa femme. Elle assure à Yifa que même si Sicilio est impatient et inexpérimenté, il n'est pas une mauvaise personne, et elle lui demande de rejoindre son harum et de le soutenir en tant que reine. Yifa n'est pas sûr de sa réponse, et Lise la conduit alors au prince, qui l'attend avec un marchand d'esclaves et un fonctionnaire de la cour. Cécile demande au traître d'évaluer la valeur d'Aïfa et apporte ensuite l'argent qu'il estime être sa valeur. Ruifa est terrifié et demande ce qui se passe, et le prince lui dit qu'il va payer cet argent à Seika pour la libérer de son statut d'esclave. Ruifa dit qu'il ne devrait pas faire cela sans l'approbation de Seika, mais Sissio est convaincu qu'il peut le convaincre avec un prix équitable, et si Seika refuse d'obéir, même alors, il fera passer une loi pour acheter de force tous les esclaves du pays. Yifa dit qu'elle ne veut pas être libérée, car même si elle est esclave, Seika lui a donné la liberté de choix. Il ordonne immédiatement à ses gardes de la retenir. Et alors que Yifa essaie de commander aux esprits de l'aider, Lise utilise son domaine pour qu'elle ne puisse pas utiliser sa magie ici, et lui coupe le pouce avec un sort de vent. Alors qu'elle s'apprête à apposer son empreinte digitale sur un document officiel, Effa pleure, demandant à Seika de la sauver, et soudain la silhouette lumineuse du dragon apparaît là. Seika fait son entrée en disant au prince et aux autres de ne pas avoir peur. Yifa est soulagée de le voir, et alors que Seika l'appelle pour l'aider avec l'œuf de dragon, elle court joyeusement vers lui en disant à Lise et Cécile qu'elle ne quittera pas Seika quoi qu'il arrive. Il chevauche le dragon, et Yifa remercie Seika de l'avoir aidé plus tôt. Juste au moment où ils atteignent le nid, le tigre de lave de Zé les attaque tandis que Seika le piège à nouveau avec des piliers de cristal. Il demande à Zé d'arrêter de se cacher et de sortir, et il arrive avec tout son jeu. Il déclare qu'il avait l'intention de tuer le dragon et de voler son œuf depuis le début, et ordonne au tigre de l'attaquer. Avant même que Seika ne puisse attaquer le tigre, Eupa utilise sa magie et envoie le tigre voler avec une fontaine d'eau. Elle déclare qu'elle restera timide et impuissante à l'avenir et est impressionnée par sa détermination. Zeu est furieux et ordonne à son tigre et à ses hommes de les attaquer, mais Seika utilise un puissant feu blanc qui brûle le tigre sans laisser de cendres derrière lui. Zeu et les mercenaires sont terrifiés par lui, mais le dragon rejoint également le combat, les forçant à fuir. Seika l'attache avec des vignes dans un dernier effort de poing, qui décide de faire exploser toute la montagne avec son plus grand sort. Cependant, Yifa met le feu à son livre de sorts, le rendant totalement inutile. Seika félicite Yifa d'être devenue courageuse si rapidement avant d'emmener les mercenaires auprès du prince. Cécile ordonne qu'on les enferme. Seika lui dit que le dragon a pondu un œuf et l'a accepté parce qu'il a aidé à prendre soin de l'œuf. Cela lui fait croire que l'histoire de la reine faisant éclore un dragon était vraie et que la seule raison pour laquelle les dragons ont protégé ce pays pendant si longtemps est parce qu'ils ont vu la reine de leurs parents. Seika demande à Cécile de perpétuer la tradition et d'aider à faire éclore l'œuf du dragon. Mais il ne veut pas faire ça. Il veut la gloire de tuer le dragon qui l'aidera à monter en puissance, et pour cela, il demande à Seika de tuer un dragon, voire refuse. Alors Cécile le met en état d'arrestation sous de fausses accusations pour agiter le dragon. Mais ensuite, le prince se rend auprès de Yifa et demande au maître des monstres de le soulager. Seika ne peut pas laisser passer cela et s'en prend au prince, disant qu'il a pensé avec son cerveau inférieur pendant tout ce temps. Il le traite d'incompétent et de pervers qui n'est même pas capable de faire son travail correctement et se rend alors compte qu'il est devenu trop dramatique. Lise se met à rire et ordonne aux soldats de déposer leurs épées avant de demander à Yifa de dire ce qu'elle pense. Eufa dit à Cécile qu'elle retournera à l'académie avec Seika et que même si elle est libre, elle le choisira plutôt que n'importe qui d'autre. Le prince abattu abandonne et Lise s'excuse auprès de Seika pour tout ce qui s'est passé. Il leur pardonne simplement. Après cela, Lise appelle Yifa pour une conversation privée. En guise d'excuse, elle lui donne quelques-uns de ses rares popman brillants, je veux dire des esprits légers qui ont guéri son doigt instantanément. Bientôt, ils rentrent chez eux et Seika apprend que Yifa est une descendante d'elfes. Il est content qu'elle ait rejeté le prince perdant et lui demande quel genre de gars elle aime. Alors Yifa le décrit clairement, la bêtise romantique de Seika entre en jeu et il pense qu'il est difficile de trouver des gars comme ça. Plus tard, Seika rencontre Amy et Mabel à l'académie et leur dit que son père veut rencontrer ses amis. Il les invite à venir chez lui pendant les vacances de printemps et ils sont heureux de lui rendre service. Cependant, alors qu'il est laissé seul, Seika prend parti car il ne veut vraiment pas rentrer chez lui, car celui qui veut le rencontrer
lui et ses amis, n'est pas son père, mais une personnalité politique importante. Quelques jours plus tard, Seika rentre chez lui avec ses amis. Juste au moment où ils ont terminé les présentations, Gley arrive en criant le nom de Seika et en le défiant à nouveau en duel. Seika le salue et lui demande s'il s'amuse dans l'armée et Gley répond qu'il s'en sort beaucoup mieux qu'il ne le pensait. Il lui en est donc un peu reconnaissant. Cependant, il n'a toujours pas surmonté sa défaite humiliante et veut à nouveau combattre Seika. Amy demande à Yifa s'il était le frère tyran et dès qu'elle l'affirme, elle se porte volontaire pour se battre au nom de Seika. Seika est également heureux d'entendre cela et dit à Gley qu'il doit vaincre Amy pour le combattre. Gley accepte la condition et demande à Amy d'utiliser sa vraie épée. Seika fait l'arbitre et il interdit l'utilisation de la magie. Amy repousse Gley et il perd l'équilibre, lui donnant la chance de l'achever. Cependant, il commence à chanter un sort qui surprend Amy et il parvient à la désarmer. Elle l'accuse de tricherie, mais Gley répond que c'était sa faute de s'être fait avoir par un faux sort. Gley demande à le combattre et soudain une princesse arrive et elle est excitée de voir sa sainte nuit dans un combat. Gley est surpris lorsqu'il voit la princesse Fiona là alors qu'elle était censée être dans sa chambre en ce moment. Il lui demande ce qu'elle fait ici et elle rit en abandonnant les gardes pour venir ici et voir et perdre. Il présente ensuite Fiona comme la sainte princesse de son royaume et les filles sont choquées de l'apprendre. Alors qu'ils retournent à l'intérieur pour parler, Seika dit à Yuki que Fiona a été appelée la sainte princesse parce que sa mère était une prêtresse et qu'elle a hérité de ses capacités ainsi que de la force du sang royal. Ils s'assoient pour prendre le thé et Amy chuchote à Seika pourquoi la sainte princesse est ici. Fiona répond qu'elle veut rencontrer le héros de cette époque, ce qui fait rougir Amy. Elle flatte ensuite Seika en disant qu'elle a également entendu beaucoup de choses à son sujet et lui demande, ainsi qu'à son groupe, de l'escorter jusqu'à la capitale. Seika accepte sa demande. Le soir, ils se réunissent pour dîner et Fiona dit des choses qui indiquent qu'elle pourrait être sous crack. Mais ce faisant, elle découvre intelligemment que Seika s'est liée d'amitié avec un dragon et l'amour de Yi pour lui et que Mabel n'est pas une noble de naissance. Alors qu'ils discutent tranquillement, le père adoptif de Seika se souvient de sa conversation avec son assistant qui était également le père d'Yifa. L'assistant était en colère que sa fille ait été envoyée pour servir Seika, qui était un enfant illégitime et effrayant d'origine inconnue. Plus tard, alors que Seika se détend dans sa chambre, Yuki imite Fiona et dit qu'elle ne l'aime pas du tout. Seika comprend ce qu'elle veut dire, mais ensuite, Ami arrive. Seika est surpris, mais Ami se laisse simplement tomber sur son lit et commence à lui poser des questions sur ses projets d'avenir. Elle affirme qu'elle partira à l'aventure après l'obtention de son diplôme et demande à Seika s'il envisage de poursuivre des études supérieures. Il lui rappelle leur promesse de partir à l'aventure ensemble et il a l'intention de devenir un aventurier pour y parvenir. Amy est heureuse d'entendre cela et lui dit qu'elle attend cela avec impatience. Après son départ, Yuki descend de la tête de Seika et lui rappelle qu'il ne s'approchait d'Amy que pour cacher sa force, et il dit qu'il se souvient de tout. Le lendemain, Seika emmène Fiona faire un tour de la ville avec Amy et Goliath comme seule garde. Elle s'amuse au point de tenir la main de Seika pour parcourir le marché, faisant semblant qu'ils sont à un rendez-vous. Elle veut être encore plus proche de lui et décide d'utiliser le vieux cliché consistant à se faire sauver par le gars pour se rapprocher de lui. Elle s'accroche à Seika et lui demande de rester près d'elle au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Fiona le conduit sur un chantier où une corde se brise juste au-dessus d'eux. Gley et Amy agissent rapidement, brisant les bûches de bois et protégeant la princesse avec la magie de la terre. Et pour compenser cela, il lui donne un ruban. Il crée même un miroir magique pour qu'elle puisse se regarder. Et la princesse est heureuse de recevoir son cadeau. Plus tard, Seika trouve Gley en train de pratiquer ses compétences à l'épée et lui demande pourquoi la princesse l'a choisi comme chevalier sacré. Gley dit que malgré son apparence innocente, Fiona est une politicienne chevronnée et qu'elle l'a choisi non pas à cause de ses compétences, mais à cause d'un grand plan. Il ajoute qu'elle a donné le nom de chevalier sacré à ses gardes pour attirer l'attention. Seika dit que Fiona semble être une fille normale, mais le mensonge lui dit qu'il pourrait se tromper davantage. Il dit que Fiona avait autrefois l'interdiction de quitter sa chambre, mais qu'elle est désormais l'une des candidates pour devenir la prochaine dirigeante. Tout cela a été possible parce qu'elle a la capacité de voir l'avenir. Et Gley lui dit que la mère de Fiona avait également le pouvoir de prédire l'avenir et qu'elle avait prédit la naissance du seigneur démon et du héros. Gley pense qu'il est prudent de dire qu'elle est l'héroïne. Il dit à Seika de faire attention à la princesse car elle semble également s'intéresser à lui. Le lendemain, Fiona commence à chercher Seika, mais il continue de se téléporter loin d'elle. Il ne veut pas trop s'impliquer avec elle, tout comme Gley le lui conseille. Bientôt, il tombe sur Amy, qui va se battre avec Gley, alors qu'elle dit à Seika qu'il a du temps pour la princesse parce qu'elle a l'air trop triste, mais il l'ignore. Seika se rend sur le toit et trouve Fiona en train de jouer aux échecs toute seule, mais dès qu'elle le voit, elle l'invite à jouer. Elle prétend être Magnus Carlsen de ce monde et décide de jouer uniquement avec des pions et le roi pour être juste avec Seika. En plus de cela, elle parie
dit également que le perdant devra accepter une demande du gagnant. Fiona croit que dans n'importe quel pays, le plus grand pouvoir appartient au peuple. Et c'est pourquoi elle voyage à travers l'Empire pour répandre son nom afin que les gens la soutiennent. Elle veut demander de l'aide à des personnes anonymes pour consolider ses forces et elle pense que Seika peut également lui être utile. Il la confronte à propos de sa vision du futur et Fiona dit qu'elle était sur le point de lui dire la vérité bientôt elle-même. Elle dit qu'elle veut utiliser ses pouvoirs pour aider les autres et elle veut que Seika l'aide dans ce sens. Famine ne leur dit pas grand-chose sur son pouvoir, mais il accepte quand même de l'aider. Elle le bat facilement au jeu d'échecs et sourit en disant qu'elle réfléchira attentivement à la seule demande qu'il ne peut pas refuser. Le lendemain, Seika prend la calèche avec Fiona et Golai et son mal des transports le met tout de suite de mauvaise humeur. Il garde toujours un œil sur le convoi à l'aide de ses serviteurs. Juste à ce moment-là, quelqu'un attaque un convoi et détruit l'un des wagons contenant des bagages. Seika saute au sommet du chariot et découvre que des bandits ont encerclé leur groupe de tous les côtés. Les archers lui tirent dessus, mais il utilise un bouclier magnétique pour dévier leurs flèches. Le chef des bandits est frustré car ses archers et ses mages se révèlent inutiles face à Seika. Et puis Glee prend la situation en main et ordonne à ses chevaliers d'abattre les bandits. Fiona sort et demande à Seika de prendre tous les bandits vivants. Il les attache à l'aide de vignes pour répondre à sa demande. Bientôt, les filles rejoignent également Seika et Amy est déçue de ne pas avoir pu se battre. Après cela, elle dit qu'il était étrange que des bandits attaquent un groupe aussi lourdement gardé. Juste à ce moment-là, Fiona appelle Seika dans sa voiture pour le remercier et déclare qu'elle avait besoin des bandits vivants pour servir de preuve que quelqu'un a essayé de l'assassiner. Elle avait déjà vu son avenir et avait donc amené des voitures supplémentaires pour transporter les assassins jusqu'à la capitale. Seika dit que c'est dangereux car les bandits pourraient essayer de s'échapper et d'attaquer à nouveau la princesse. Mais elle lui assure qu'ils ne feront rien d'imprudent car ils attendront des renforts qui ne viendront jamais. Bientôt, le groupe arrive à la capitale et Fiona devient toute sentimentale alors qu'elle souhaite au revoir à Seika et à ses amis. Avant de partir, elle dit à Seika de ne jamais oublier qu'elle est à ses côtés. Bientôt, Seika revient à l'académie et le directeur lui confie le poste de président du conseil étudiant. Il accepte ce poste, mais alors qu'il retourne à son dortoir, Yuki lui demande si le fait d'accepter ce poste prestigieux ne le fera pas se démarquer davantage. Seika répond qu'il pense à changer ses habitudes depuis un certain temps déjà. Il a l'impression que mourir après avoir été acculé dans sa vie passée fait de lui un lâche. Il veut donc vivre comme une personne normale qui n'essaie pas de rester discrète la plupart du temps. Il veut profiter du reste de sa vie scolaire et ensuite de la vie d'aventurier. Quant au nombre toujours croissant d'ennemis puissants, il veut s'en occuper sans que personne ne sache ce qui s'est passé. Seika ne sait pas qu'il devra affronter des ennemis plus tôt qu'il ne le prévoit, car un groupe de puissants démons est arrivé à l'extérieur de la ville académique. Le chef du groupe de démons ressent une présence puissante à l'intérieur de la ville, et il croit qu'il s'agit du héros. Son plan pour tuer le héros consiste à conduire tous les étudiants au centre de la ville académique, puis à les massacrer tous là-bas. Outre le chef, le groupe comprend le cousin de Bub Bunny, qui peut invoquer des monstres, le oncle de Hellboy, la version démoniaque de la Belle au bois dormant et un simple vieux démon. Les démons se téléportent à l'intérieur de la ville, mais ils la trouvent recouverte d'une brume cramoisie. Le démon ordinaire repère deux étudiants qui se promènent dans le parc et les attaque avec de la magie du feu, mais il découvre qu'il n'a tué personne lors de cette attaque. Bunny Boy et la Belle au bois dormant se rendent dans un autre endroit et flirtent l'un avec l'autre alors qu'ils essaient de trouver des humains à tuer. Ils racontent qu'ils étaient les personnes les plus fortes de leur village, mais qu'ils ont ensuite rencontré le capitaine et ont appris qu'ils avaient encore de la place pour grandir. Soudain, il aperçoit quelqu'un à proximité et Bunny Boy envoie ses loups de l'ombre pour les chasser. Les loups ne trouvent personne et reviennent avec quelque chose qui surprend leur maître. Dans un autre endroit, l'oncle de Hellboy retrouve Mabel qui le défie de front. Elle croit qu'il s'agit d'un assassin envoyé par l'organisation clandestine qui l'a formé et l'attaque avec sa hache géante. Mais il est plus fort qu'elle et bloque son attaque avant de lancer une rafale de coups puissants qui maintiennent Mabel sur le qui-vive. Elle contre-attaque avec son arme imprégnée de gravité et le démon se rend compte qu'elle est assez puissante. Alors que Mabel l'attaque à nouveau, il parvient à jeter son arme, mais elle le frappe avec ses couteaux. Et puis soudain, Mabel active sa magie d'ombre et le lie. Elle lui dit de se rendre, mais Hellboy Senior déchire les liens d'ombre car il a une résistance à tous les éléments magiques. Il attaque Mabel et lui assène un coup violent, mais découvre qu'il n'a touché qu'une poupée en papier. Le capitaine démon est au centre du campus de l'académie et bientôt son groupe y arrive. Ils ont tous la même histoire à propos d'humains se transformant en poupées de papier. Soudain, Seika fait son apparition en récitant un poème qu'il a écrit il y a longtemps. Le capitaine démon utilise ses yeux magiques pour évaluer sa force et découvre qu'il est bien trop fort pour eux. Seika dit au démon qu'à l'exception de la fille avec une hache géante, tous les humains auxquels ils font face sont faux. L'oncle de Hellboy prétend que la fille était forte, il le défie en combat, mais sa tête lui est soudainement tranchée. Seika jouait simplement avec une poupée
en papier avec laquelle il avait maudit le démon. Et il dit qu'il était assez faible malgré sa musculature. La belle au bois dormant est furieuse et se précipite pour attaquer Seika. Même si le capitaine lui dit d'arrêter, elle libère sa capacité d'œil démoniaque qui peut transformer n'importe qui en pierre, mais ne fonctionne pas sur Seika. Il invoque un serpent blanc géant. Le serpent a les yeux cousus et même alors, son regard arrête le cœur de la fille démon, la tuant instantanément. L'Oniboy est furieux et il attaque le serpent blanc avec son serpent noir géant, mais n'est pas capable de faire de dégâts. Il utilisait cela simplement comme un leurre pour pouvoir se rapprocher du serpent blanc et utiliser ses compétences de dompteur pour devenir ami avec lui. Mais alors qu'il se retourne, le serpent l'avale tout entier. Seika rit de sa tentative inutile alors qu'il renvoie le serpent et le capitaine démon se rend compte qu'ils n'ont jamais eu aucune chance de vaincre le garçon. Bien qu'il soit terrifié par le pouvoir de Seika, le capitaine dit à son coéquipier restant de s'enfuir pendant qu'il tient l'ennemi à distance. Il veut que le démon ordinaire retourne dans le royaume des démons et raconte à tout le monde l'existence du monstre sous forme humaine. Le démon ordinaire demande au capitaine qui est le garçon devant lui et il utilise ses yeux magiques pour confirmer que Seika est bien un seigneur démon. Et il réalise que le seigneur démon le plus fort de l'histoire s'est rangé du côté des humains. Seika attaque les démons avec les Lobit Tsunaming et le capitaine tente de le bloquer avec sa barrière pour laisser son ami s'échapper. Il réussit à le laisser s'enfuir au prix de sa vie alors que le démon blessé se repose sous un arbre. Il découvre une profonde coupure dans sa poitrine et meurt, se demandant comment un humain peut être le seigneur démon. De retour à l'académie, Seika poignarde une poupée avec un couteau pour la tuer avant de disperser la brume. Juste à ce moment-là, Mabel accourt vers lui et lui demande où est passé l'assassin rouge géant parce qu'elle a peur qu'il attaque d'autres personnes. Seika se rend compte que le sort magique utilisé pour éloigner les gens n'a pas fonctionné sur Mabel à cause de son esprit fort. Il dit qu'il a déjà réglé le problème. Bientôt, la fête de bienvenue pour la nouvelle promotion d'étudiants est organisée et Seika doit prononcer un discours en tant que président du conseil étudiant. Il parle avec Emi de son discours lors de la cérémonie de bienvenue et elle le prononce à nouveau car cette fois-ci, il a été interrompu par l'attaque du démon. Seika, alors qu'il s'apprêtait à partir pour prononcer un discours, un groupe de chevaliers fait irruption dans la salle à la recherche d'Emi. Le capitaine de nuit l'accuse d'avoir tué un émissaire démoniaque venu à l'académie il y a quelques jours et l'arrête malgré le fait qu'Emi affirme n'avoir jamais rencontré de démon. Seika est nerveux lorsqu'il réalise qu'il se passe quelque chose de gros dans le noir. Alors que les chevaliers vont arrêter Emi, Ifa et Mabel tentent de les arrêter, mais Seika leur dit de ne rien faire. Il leur assure, ainsi qu'à Emi, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de quoi que ce soit car elle est innocente et ne sera pas punie. Les chevaliers prennent cela comme une insulte et tentent de l'appréhender également, mais le capitaine leur dit d'arrêter et ils emmènent Tami. Seika se rend directement au bureau du directeur qui dit que les démons étaient vraiment ici à l'académie et qu'ils ont été tués ici sans que personne ne remarque leur présence. Elle sait que Seika est derrière cet incident et lui demande s'il est là pour lui faire la leçon sur le fait de laisser l'Empire arrêter l'un de ses étudiants. Seika répond qu'il sait que l'Empire essaie de tuer un héros et qu'il veut juste connaître la raison derrière cela. Le directeur dit que la politique de l'Empire est compliquée et qu'il y a de nombreuses raisons derrière l'arrestation d'Emi. Elle assure à Seika qu'elle fait de son mieux pour faire pression sur les nobles qui ont libéré la fille. Elle lui demande de rester sur place, mais Seika ne croit pas que ses efforts porteront leurs fruits. Emi pourrait mourir dans des circonstances suspectes et Seika prend congé après lui avoir dit de faire de son mieux quand même. Ruifa et Mabel l'attendent devant le bureau et veulent rejoindre Seika s'il décide de sauver Annie. Dès qu'il sort du bureau, il leur dit de se calmer car ils ne peuvent rien faire pour aider Emi par eux-mêmes. Il dit qu'il attendra patiemment à l'académie, mais c'est un gros mensonge et il invoque son dragon la nuit. Le dragon est toujours rebelle et Seika s'efforce de le maîtriser. Yuki suggère à Seika d'abandonner l'idée de sauver la fille s'il veut vivre une bonne vie dans ce monde. Elle croit que s'il tente de la sauver, il affrontera directement les personnes les plus puissantes de cet empire et l'histoire de sa dernière vie pourrait se répéter. Cependant, Seika est furieux car il voit toujours l'un de ses chers disciples en ami et il ne veut pas la voir se blesser. Il déclare qu'il ne laissera aucun témoin afin que personne ne sache qu'il est puissant. Yuti est terrifié par sa rage. Il est sur le dragon et lui ordonne de voler immédiatement vers Emi. Pendant ce temps, Emi est en prison où elle se demande ce qui va lui arriver maintenant. Ses amis lui manquent et elle pense qu'elle ne pourra plus les revoir. Alors qu'Ami verse des larmes en se souvenant de ses amis, quelqu'un lui rend visite. Pendant ce temps où elle est, il déploie ses poupées en papier et les transforme en rats pour recueillir des informations pour lui. Seika trouve bientôt l'emplacement d'Emi et entre dans le château depuis les airs. Il ramène le dragon dans la dimension parallèle et le garde le repère. Il essaie d'arrêter Seika, mais comme il n'écoute pas, le garde siffle pour alerter tous les soldats de la zone. Ils attendaient une attaque comme celle-ci et se sont rapidement mis en formation. Les archers tirent des flèches sur Seika et utilisent la tempête magnétique pour les dévier toutes. Ils trouvent les gardes persistants. Alors il invoque 2 rochers géants pour écraser immédiatement leur feu et leur poste. Il brise les portes et pénètre à l'intérieur du château
château où d'autres gardes les attendent. Ils lui demandent de s'identifier, mais Seika leur dit simplement de s'écarter s'ils veulent vivre. Les gardes sont furieux et lui tirent des flèches de feu, le forçant à esquiver et à se cacher. Il n'a qu'une meilleure tactique et utilise son sort de flamme blanche. Après cela, Seika invoque sa faucille, qui coupe et découpe les soldats en un instant. Les soldats restants ont maintenant peur de lui, mais ils attaquent toujours Seika par désespoir. Il les brûle en utilisant ses flammes bleues tout en laissant la belette courir librement et tuer les soldats à sa guise. Après avoir semé le chaos à l'intérieur du château pendant quelques minutes, Seika se rend dans la cellule d'Ami. Elle est stupéfaite de le voir et Seika détruit la porte de la prison alors qu'il lui dit qu'il est là pour la reprendre. Ami s'inquiète pour lui et lui rappelle que ses actes auront de graves conséquences pour lui et sa famille. Seika lui rappelle que sa vie est en danger, mais elle lui dit qu'elle ira bien. Elle lui dit de revenir immédiatement et de l'attendre à l'école. Mais Seika dit que ce ne sera pas possible. Il dit à Amy qu'elle est l'héroïne des contes de fées qui se réincarne pour combattre le roi démon à chaque fois. Il prétend qu'elle va être tuée parce que ceux qui ont le pouvoir ont peur de ceux qui l'ont. Mais ensuite, il sent quelqu'un venir vers eux et l'attaque avec une boule de feu. L'intruse dévie la boule de feu et Seika est surpris d'apprendre qu'il fait face à son frère Glee. Seika lui demande s'il veut avoir leur duel maintenant, mais Fiona arrive et dit qu'il n'y a pas besoin de ça. Seika n'est pas surprise de la voir et pense qu'elle a dû voir ce moment à l'avance. Il lui demande d'expliquer ce qui se passe ici. Il veut savoir si elle va également l'attaquer maintenant. Fiona répond qu'elle veut juste lui parler parce qu'elle sait à quel point il est vraiment puissant. Elle prétend qu'elle répondra à toutes ses questions pour montrer sa bonne foi car elle veut qu'il accepte son offre. Après cela, Seika lui demande pourquoi il prévoise de tuer Amy alors qu'elle est l'héroïne et Fiona commence à parler de l'histoire du premier héros. Lorsque les humains et les démons se sont battus pour la première fois, ils ne savèrent pas comment gérer des adversaires beaucoup plus forts qu'eux. Cependant, lorsque le puissant héros arrive, elle change à elle seule le cours de la bataille. Elle dit qu'à cette époque, le héros est un symbole de paix, tout comme le seigneur démon était un symbole de destruction. Cependant, à l'heure actuelle, les armées humaines et démoniaques sont suffisamment fortes pour se battre pour leur peuple, et le héros et le seigneur démon sont des reliques du passé. Seika dit que ce n'est pas une raison pour tuer Amy, et Fiona répond que même l'existence du héros peut déclencher des guerres avec les démons. Elle affirme que personne ne veut la guerre maintenant, pas même les démons, et c'est pourquoi ils ont envoyé des assassins après le héros, non pas pour gagner la guerre, mais pour l'empêcher. Fiona déclare alors qu'Ami ne deviendra jamais aussi forte que les héros précédents parce que Seika est avec elle. Un héros doit surmonter des épreuves pour devenir plus fort. Mais comme Seika peut sauver ses amis de tout, Amy ne pourra pas devenir forte. Feya sait que Seika l'aide parce qu'il a besoin de la force du héros et elle lui dit que la protéger n'aidera pas ses plans. Seika, lui, demande si elle veut qu'il laisse son ami mourir pour que le monde puisse avoir la paix et Fiona répond qu'elle ne veut pas ça, mais elle a besoin que Seika parte pour cela. Elle lui assure qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour la garder en sécurité, mais Fiona lui rappelle ensuite le pari qu'ils ont fait sur la partie d'échecs. Il est perdu dans le combat alors qu'Amy lui dit d'écouter la princesse, mais Seika lui dit de se taire. Il dit à Fiona qu'il n'a aucune bonne raison de lui faire confiance et elle semble blessée. Elle abandonne et dit à Seika de prendre Amy et de s'enfuir et ordonne même à Glide de disperser les gardes. Fiona laisse Seika et Amy dans une calèche qu'elle avait préparée pour eux au cas où. Elle leur a demandé de partir pour une ville libre, non sous le contrôle d'aucun pays, car elle a déjà fait des préparatifs pour leur séjour là-bas. Seika accepte son aide et avant de partir, Amy rend la couverture à Fiona en la remerciant pour son aide. Elle raconte à Seika que lorsqu'elle était en prison plus tôt, Fiona et Golay sont venus la rencontrer et lui ont assuré qu'elle serait libérée en un rien de temps. Ils se souhaitent au revoir et Seika regrette un peu ses actes. Il dit à Fiona qu'il est désolé, il se dirige vers la zone où il vient de combattre les soldats et invoque toutes ses poupées en papier et crée une barrière autour de la forteresse. Amy et Fiona n'en croient pas leurs yeux et le sort de Seika est alors terminé, ramenant tous les soldats à la vie et restaurant même les dégâts qu'il a causés au château. Fiona est choquée de voir cela et elle réprimande Seika pour avoir rendu son travail encore plus difficile. Elle avait initialement prévu de tout rejeter sur un monstre puissant, mais elle ne peut plus s'en empêcher maintenant que Seika a ramené ses soldats à la vie. Seika et Amy prennent la voiture et elle lui demande d'expliquer ce qui vient de se passer. Sa conversation avec Fiona lui dépasse la tête et elle veut savoir pourquoi elle ne peut pas devenir plus forte, même si elle est l'héroïne. Elle noie Seika sous les questions, mais il ne l'écoute même pas car il se demande comment conduire une calèche. Fiona le regarde depuis le château et un démon caché dans son ombre commence soudainement à lui parler. Il s'interroge sur la véritable identité de Seika car il est la personne la plus forte qu'il ait jamais vue. Fiona dit que Seika est le seigneur démon et que le démon de l'ombre ne comprend pas pourquoi il essaierait de protéger le héros. Puis Fa sourit en disant que c'est à cause de sa gentille personnalité, même si la destruction l'attend à la fin. Avec cela, Seika et Amy part en voyage vers la ville libre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se montrer à l'académie parce qu'ils sont désormais des criminels et ils se demandent
Comment contacter Aoife et Mabel? Amy dit qu'ils pourront s'en inquiéter plus tard. Cependant, Fiona informe Aoife et Mabel que Seika et Amy s'échappent en toute sécurité et les filles sont vraiment heureuses de l'apprendre. Lorsque Seika et Amy atteignent la ville libre, elles y trouvent Mabel et Aoife. Alors que Aoife saute pour le serrer dans ses bras, Seika réalise que la deuxième phase de sa seconde vie ne fait que commencer.